Bonjour à tous et bienvenue à nos spectateurs, bienvenue à ceux aussi qui nous regardent en replay. Je me présente Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Et aujourd'hui, pour cette petite heure consacrée à la mobilité électrique et plus précisément au financement lié à la mobilité électrique, donc je serai accompagnée de Guillaume Privat. Bonjour Guillaume et merci d'être là, Bonjour. ainsi que Nathalie Léger, responsable des fonds Advenir à l'AVER, donc Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Bonjour Nathalie et merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je partage, vous me dites si vous voyez bien mon écran. Ok, Oui, en pleine. C'est bon, normalement, vous voyez correctement. Super. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, événement consacré au financement des installations des infrastructures de recharge de véhicules électriques en copropriété. Au programme de cette petite heure, une présentation de l'Agence parisienne du climat, donc qui on est, qu'est-ce qu'on fait et vers qui, quel est notre public, ainsi que les services Coach CoPro si vous ne connaissez pas encore nos services. On va également faire une petite introduction finalement sur l'étude qui a été menée sur le potentiel d'installation de bornes à Paris. Qui sera présentée par Guillaume, les IRVE en copropriété. Et enfin, on laissera la parole à Nathalie pour nous présenter l'un des programmes de financement, le programme Advenir. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Agence parisienne du climat, on est une association. On a été créé en 2011 à l'initiative de la ville de Paris pour contribuer, pour accompagner la mise en œuvre du plan climat, air, énergie. On intervient sur un certain nombre de thématiques comme la qualité de l'air, sur le bâtiment également. Si vous étiez présent au dernier Solution Pro que nous avons organisé, on a on a parlé des matériaux du bâtiment et notamment les matériaux biosourcés avec l'intervention de fabricants, de Caribati aussi. Et voilà, donc on abordera tout au long de l'année un certain nombre de thématiques. D'ailleurs, à ce sujet, si vous êtes intéressé, si vous avez un besoin d'informations en tant que professionnel, n'hésitez pas à nous faire remonter vos thématiques. Le public, comme vous le savez, donc un public à la fois de particuliers, de professionnels, mais également on intervient auprès des acteurs économiques et des décideurs locaux. Le Coach CoPro, il s'agit d'une plateforme qu'on a créée en 2013 qui a pour but d'accompagner, de sensibiliser, d'informer les copropriétés qui ont un projet de rénovation énergétique, qui ont des questions sur à l'échelle de leur logement, sur comment faire des économies d'énergie, et qui veulent traiter finalement l'ensemble de ces thématiques, à la fois confort d'été, confort d'hiver, bien-être, valorisation de leur patrimoine. Voilà, donc sur cette plateforme, il y a des informations sur les aides financières. On met également à disposition un annuaire de professionnels qualifiés et un espace commun aussi pour les copropriétés au sein de la copropriété afin que tout le monde puisse partager des informations et être bien au fait de l'avancement des projets. Pour les copropriétaires, lorsque vous inscrivez, lorsqu'ils s'inscrivent, ils ont la possibilité, ils sont accompagnés par un conseiller de l'agence parisienne, un conseiller, une conseillère de l'agence parisienne du climat. Donc, je vous invite à y faire un tour. On vous mettra également le lien si vous souhaitez euh, naviguer un peu sur notre site. L'annuaire des professionnels, comme je vous disais, il s'agit d'un annuaire dans lequel on recense l'ensemble des professionnels qui sont à même d'intervenir dans un projet de rénovation énergétique en copropriété. Donc, sur cet annuaire, vous allez retrouver à la fois des syndics de copropriété qui sont déjà intervenus sur un projet de rénovation énergétique ou encore des gestionnaires qui ont assisté, participé à une formation sur la rénovation énergétique en copropriété. Donc, vous avez également des entreprises de travaux, des architectes, des maîtres d'œuvre et bien plus encore. On a également à disposition, donc là, je fais un focus à la fois pour nos professionnels. Si vous souhaitez valoriser vos projets, si vous souhaitez vérifier que
voilà, un projet que vous avez mené est bien disponible, je vous invite à cliquer sur cette carte, la carte des copropriétés rénovées, dans lequel on retrouve les projets à l'échelle de la métropole du Grand Paris, à l'échelle d'Île-de-France même, des projets exemplaires en rénovation énergétique en copropriété. Donc, vous trouvez toutes les informations sur le lien et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les projets, si vous souhaitez aussi nous soumettre des projets. On est là, bien évidemment, pour ça. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Guillaume. Je te laisse partager ton écran. Ce sera peut-être plus simple pour toi, Guillaume. En attendant que Guillaume partage son écran, vous avez la possibilité de poser vos questions. Donc, vous avez un onglet questions-réponses en bas. On y répondra à la fin des interventions. Et vous avez également le chat si vous souhaitez échanger avec les autres spectateurs. Alors, ton micro est coupé, Guillaume. Oui, désolé. Je partage mon écran. Je crois que j'ai pas la main dessus. Ah si, pardon. Oui, Hop. c'est bon. Voilà, normalement vous devez le voir. C'est parfait. C'est bon? Oui, c'est parfait. Vous voyez toutes les diapos? Exactement. Parfait. Donc, effectivement, on a fait une étude pour évaluer le potentiel qui a démarré en janvier 2020. La démarche de cette étude, c'était tout d'abord de répondre à la question suivante, donc, pour trouver les enjeux, les leviers, afin de permettre la recharge de véhicules électriques en copropriété à Paris. C'est une étude qui a été réalisée, donc, surtout une commande de Enedis et la ville de Paris, et qui a été publiée depuis janvier 2021. Deux objectifs à cette étude. Tout d'abord, réaliser un état des lieux du territoire donc, parisien sur le parc de copropriété parisienne pour évaluer le potentiel et ensuite mobiliser les copropriétés afin qu'elles se lancent dans des projets d'installation d'IRVE, donc d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Quelques chiffres clés qui sont sortis de cette étude. Donc, tout d'abord, le parc de copropriété parisienne se compose d'un peu plus de 42 000 copropriétés à Paris, avec 8 119 copropriétés qui ont du stationnement. Et ces copropriétés-là sont majoritairement construites donc, après 49, donc à partir de la période des 30 Glorieuses, avec une moyenne de 39 stationnements par immeuble. Et ce parc de copropriété parisien accueille 77% des places de stationnement au sein du résidentiel à Paris, ce qui est assez conséquent et ce qui représente plus de 300 000 places dans la ville. Donc, afin d'étudier en fait, le développement de la mobilité électrique, l'idée c'était d'identifier les copropriétés qui sont susceptibles d'installer une infrastructure pour accueillir donc, la recharge et accueillir des véhicules électriques dans ces immeubles. Et comme il n'y a pas de base de données qui recense l'installation de bornes de recharge, on a essayé tout d'abord d'évaluer le potentiel pour ensuite mobiliser ces copropriétés. Donc, on a fait ce repérage à partir de deux hypothèses. Tout d'abord, plus la copropriété est récente et avec un nombre de stationnements élevé, plus la copropriété se saisirait de ce sujet et donc est susceptible d'installer une IRVE, puisque les conditions de faisabilité et de mouvement par rapport à ce sujet seraient plus importantes. Et deuxième hypothèse, qui est plus une hypothèse sur les conditions territoriales. Dans le territoire où se situe la copropriété, plus les ménages ont des revenus disponibles élevés et utilisent la voiture pour aller travailler, plus le potentiel serait élevé. Bien entendu, ces deux hypothèses ne sont pas forcément, ce sont des hypothèses théoriques. Et si les conditions ne sont pas réussies, il pourrait très bien avoir une copropriété qui installerait une IRVE.
À partir de ce repérage, on a produit donc plusieurs potentiels, donc sous 3 formes. Heu, Entre guillemets, un fort potentiel d'équipement existe à Paris sur 1 592 copropriétés. Ces 1 592 copropriétés identifiées, vous les voyez sur, cette carte. Elles sont donc majoritairement, en périphérie, de la ville de Paris, mais surtout à l'ouest et au sud, de la ville, et elles représentent donc un total de 4 du parc total de copropriétés à Paris. Et à elles seules, elles concentrent, 47 des stationnements en copropriété, ce qui correspond à 145 000 places environ. Donc il y a un énorme potentiel qui, se situe dans ces copropriétés pour, développer la recharge en copropriété, et donc, mobiliser ces copropriétés pour être potentiellement se faire auprès de ces copropriétés pour accueillir des véhicules électriques in fine. Alors, à partir de ce repérage, l'idée, c'est aussi de mobiliser les copropriétés, bien entendu. Et là, je vais faire un petit focus sur les IRVE en copro, donc, mais surtout, de quoi parle-t-on? Donc, l'IRVE, c'est l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Il faut bien comprendre que c'est l'ensemble de l'infrastructure qui se trouve dans l'immeuble. Donc, ce n'est pas uniquement la borne de recharge, donc l'équipement individuel qui va recharger le véhicule, c'est aussi l'infrastructure avec l'ensemble des câbles et des tableaux électriques nécessaires à la recharge du véhicule électrique, et donc de l'ensemble des véhicules électriques dans l'immeuble. Il y a plusieurs solutions de raccordement et d'infrastructures pour installer une IRVE en copropriété. Je vais en faire rapidement la synthèse des 3 principales, avec un premier scénario où vous créez une nouvelle colonne électrique, donc à l'image d'une colonne montante qui distribue l'électricité au logement. Vous avez une colonne électrique qui va distribuer l'électricité à chaque place de parking qui serait raccordée, donc tout ou partie bien sûr du parking. Et à la fin des travaux, cette colonne est propriété et gérée par Enedis. Donc c'est un ordre de grandeur. J'ai mis des ordres de grandeur de coût, c'est ce qu'on repère aujourd'hui, ou en tout cas par rapport au retour d'expérience qu'on a pu avoir, un ordre de grandeur de coût de 150 à 200 € par place. Bien sûr, après, l'installation de la borne est un équipement individuel, et qui a un coût qui dépend donc de la borne et aussi des aides financières disponibles. Donc qui est de 600 à 1 000 €, qui peut bien sûr varier. Un deuxième scénario serait un raccordement, donc créer une infrastructure électrique qui se raccorde directement sur les services généraux de la copropriété, donc sur le point de livraison des parties communes, pour faire simple. Et à partir de cette infrastructure, la gestion se fait, la répartition des coûts de la recharge se fait via le syndic notamment, puisque c'est lui qui a la main sur ce compteur. C'est une gestion totalement autre que la première, puisque vous avez une gestion, on va dire, plus collective avec des compteurs individuels ou non de cette recharge. Et une dernière solution qui est aussi une création d'une infrastructure qui va être dans le parking, qui va appartenir à la copropriété, mais qui sera branchée sur un nouveau point de livraison qui sera uniquement dédié à la recharge ou à l'électrification du parking. Cette infrastructure sera aussi gérée par un tiers. Généralement, c'est un opérateur de solutions de recharge qui se saisit de cette gestion. Sur l'ensemble de ces 3 raccordements, c'est un choix de la copropriété pour se lancer dans telle ou telle infrastructure, puisque, in fine, la gestion et la propriété de l'infrastructure ne sera pas la même. J'indique aussi que certains des opérateurs font du tiers financement et qui répondent à ce qu'on appelle au droit à la prise notamment, puisqu'ils derrière l'infrastructure qui sera installée
leur sera propriétaire et uniquement la borne de recharge appartiendra à l'utilisateur. Donc, il s'inscrit notamment dans le troisième scénario, mais avec donc une gestion encore différente d'une gestion faite par la copropriété et par l'appel d'un opérateur. Quelques éléments sur les aides financières. Alors, je laisserai la parole, bien sûr, à Nathalie Léger ensuite sur le programme à venir. Mais pour la copropriété, il y a deux types d'aides financières à retenir. La première, c'est pour l'installation de l'infrastructure électrique collective, donc qui sera en amont des bornes de recharge, et un deuxième type d'aide financière qui va aider au niveau individuel l'installation de bornes. Donc, pour l'infrastructure électrique, sur Paris, donc il y a bien entendu le programme Advenir qui représente 50% du montant de l'équipement. Donc, je laisserai les détails, bien sûr, pour la suite. Mais aussi à retenir la Ville de Paris qui fournit une aide financière qui est relativement équivalente avec 50% du montant hors taxe avec un plafond de 4 000 €. Et sur l'installation de bandes de recharge électrique, donc des bandes de recharge à usage individuel, vous avez aussi le programme Advenir qui finance aussi 50% du montant avec un plafond de 960 € et un crédit d'impôt donc au niveau national qui est à hauteur de 75% du prix de l'équipement et de la pose avec un plafond de 300 €. Il y a d'autres aides financières pour les bornes lorsqu'il s'agit de l'usage partagé, notamment à la Ville de Paris, mais aussi au programme Advenir. Donc, bien entendu, le détail sera fait tout à l'heure sur le programme Advenir. Ensuite, sur l'IRVE, donc là, je vais être un peu plus rapide, mais l'idée aussi, c'était d'identifier dans cette étude les besoins des copropriétés dans l'installation de l'IRVE pour que nous, Agence parisienne du climat ou autres structures qui accompagnent les copropriétés, puissions accompagner et faire mûrir des projets d'IRVE et surtout des démarches collectives. Donc, nous avons remarqué bien sûr l'émergence du sujet et nous avons produit une enquête auprès des Parisiens pour identifier les besoins et récolter les freins et les leviers à l'installation de ce type d'infrastructure. Le résultat de cette enquête, c'est que, donc ça a été fait en mai 2020, on a remarqué principalement des démarches individuelles, donc des démarches de demande de droit à la prise. Le droit à la prise, c'est tout résident en copropriété a le droit d'installer une borne de recharge pour son véhicule électrique, donc qu'il soit locataire ou copropriétaire. La copropriété peut refuser, mais sauf motif légitime et sérieux, donc surtout pour une question technique, de faisabilité technique, ou alors s'il y a une infrastructure qui va permettre l'installation de bornes de recharge qui a été votée par la copro. Donc, principalement des demandes de droit à la prise et des démarches individuelles qui se sont installées plutôt en copropriété. Un deuxième point, c'est qu'on a remarqué avec cette enquête un déficit d'information auprès des locataires et des copropriétaires, mais aussi également des syndics, sur le type d'infrastructure possible, donc vraiment le côté technique, mais sur les aides financières également, et sur la nécessité, est-ce que la recharge est débattue en copropriété. Donc, il y a vraiment un déficit d'information un peu global sur l'ensemble de ce sujet, et ce qui fait part aussi d'une inertie des copropriétés à ce sujet pour se lancer dans ce type de projet et anticiper le besoin de recharge qui pourrait arriver d'ici peu dans leur immeuble. En revanche, il y a quand même un intérêt assez majeur sur le sujet de la mobilité électrique et notamment de la recharge en copropriété, puisque il y a bien une identification de ce frein donc au sein des copropriétés pour développer la mobilité électrique plus globalement.
Ce qui en vient à deux enjeux majeurs qui ont été déterminés par cette étude en copropriété, c'est d'informer de façon neutre et indépendante les copropriétés et pour les copropriétés d'anticiper ce besoin qui devient en fait une nécessité pour éviter tout écueil dans l'installation de bornes de recharge ou aussi éviter que ce soit un seul copropriétaire qui se lance dans une installation individuelle de bornes de recharge. Et in fine, on a essayé d'établir un parcours utilisateur type assez, on va dire, rudimentaire, mais qui aussi permet de donner envie aux copropriétaires et de sensibiliser à ce sujet. Donc, les copropriétés surtout. Donc, l'idée, le parcours type serait que la copropriété se saisisse du sujet et lance une étude préalable à l'équipement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en copro, afin de savoir et de développer quelle solution de raccordement et quelle infrastructure mettre dans leur copropriété. À partir des résultats de cette étude, donc, voter une infrastructure collective. Donc, peu importe quelle infrastructure, bien sûr, elles installent, mais en tout cas que la démarche soit collective et qu'elle corresponde aux besoins de la copropriété dans leur, in fine, dans la gestion de la recharge. Et donc après, une phase travaux et une phase, bien sûr, équipement du résident de sa borne de recharge. À partir de cette étude, en fait, on a essayé sur le volet mobilisation et sur le volet identification des potentiels, on a lancé un plan d'action pour, en tout cas, essayer de toucher 4 cibles qui sont les copropriétaires, les locataires, mais aussi les syndics et professionnels de l'immobilier, et plus généralement les professionnels de la mobilité électrique, afin de les solliciter, de les sensibiliser et de les conseiller et enfin les accompagner dans ces projets. Quelques exemples un exemple de ce plan d'action, c'est la création d'une plaquette de sensibilisation avec un détail, un argumentaire en fait, de pourquoi anticiper pour installer une IRVE dans sa copropriété, le parcours type et quelques éléments sur les aides financières. Donc, cette étude a surtout vocation d'identifier les potentiels, mais aussi de mobiliser et sensibiliser les copropriétaires et plus généralement le monde professionnel afin d'anticiper l'arrivée de la mobilité électrique qui semble être un essor dans les futures années. Voilà, j'en ai fini pour le détail de l'étude. Je passe la main à Jessica. Merci, merci Guillaume. Peut-être juste avant de passer la parole à Nathalie, on a deux petites questions. Est-ce qu'il faut prévoir un avenant au contrat d'assurance du parking avant d'installer, lors de l'installation de l'IRVE de borne? Du contrat d'assurance sur sur l'infrastructure. Oui, je crois. Alors là, je ne sais pas, mais certainement, puisque ça va être un. Alors, si il y a deux cas. Si la colonne, si c'est la création d'une colonne horizontale, ça sera la propriété d'Enedis. Donc la gestion et on va dire s'il y a un événement qui se passe, là c'est la responsabilité d'Enedis. Si l'infrastructure est à la copropriété, je suppose, en tout cas, je ne peux pas affirmer, mais en tout cas, je suppose que oui. Généralement, je Après, pense pour l'équipement une mise en place d'une installation comme ça, effectivement, prévoir une mise à jour du contrat, un avenant au contrat, tout simplement, pour la sécurité. Sur la question des bureaux d'études, donc auriez-vous une liste de bureaux d'études sérieux et compétents à nous conseiller? Là, je vous invite à aller soit poser vos questions en info conseil, via. Exactement. Donc, ouais,
via la boîte mail Info Conseil. On vous mettra le mail directement lorsqu'on vous enverra également l'ensemble des présentations. Et en parallèle, sachez que d'ici quelques mois, vous pourrez aussi retrouver quelques bureaux d'études, des structures qui proposent d'installations qui sont dans le domaine d'installation de bornes de recharge sur notre annuaire des professionnels. Et si c'est un projet en copropriété, ne pas hésiter à s'inscrire sur Coach CoPro aussi pour être Tout accompagné. à fait. Merci Guillaume. Nathalie, je vais vous laisser la main pour nous parler du programme à devenir, donc le financement de points de recharge par les certificats d'économie d'énergie. Parfait, je vous remercie beaucoup. Bonjour. Alors, attendez, je vais juste mettre en mode. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est parfait. Oui, très bien. Donc, le programme à devenir est un programme qui s'inscrit dans les dispositifs de certificat d'économie d'énergie. Donc, l'un des principaux dispositifs dans la maîtrise énergétique depuis juillet 2013. Donc, il repose sur une obligation de réalisation d'économie d'énergie, donc imposée par les pouvoirs publics pour les obligés, en tout cas, comme on appelle les obligés, donc les fournisseurs d'énergie. Et les obligés ont vocation à promouvoir l'efficacité énergétique auprès des ménages, des collectivités territoriales et des professionnels. Donc, l'objectif du programme à devenir est bien le financement de points de recharge par les certificats d'économie d'énergie. Donc, sur les chiffres clés, ce dispositif a vu le jour en septembre 2016 et depuis, il a été reconduit donc 3 fois, dont la dernière en date en octobre 2020, avec un objectif relativement important qui est aujourd'hui de permettre le financement de 45 000 points de charge d'ici à fin 2023. Je vous expliquerai après en fonction des cibles. Bien évidemment, sur les cibles que l'on touche, il y aura des objectifs quantitatifs en fonction de la typologie des parkings et des usages. Donc, l'enveloppe budgétaire qui a été allouée à ce dispositif est aujourd'hui de 100 millions d'euros, ce qui est relativement conséquent pour ce programme, sachant qu'il a démarré avec une enveloppe de 12 millions. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau des partenaires financeurs donc, qui constituent avec donc, l'Aver France, qui est porteur de ce programme, l'ADEME, EcoCO2, le ministère de la Transition écologique représenté par la DGEC, et les partenaires financeurs qui sont Bolloré Énergie, le groupe EDF, DINEF, Siplec, c'est la branche énergie de Leclerc, SCA Pétrole et Dérivés, c'est le groupe Intermarché, Gaz de Bordeaux, Green Yellow, Total et Engie. En fonction, je dirais, des tranches de financement, chacun finance au prorata justement de ses obligations. Donc, dans les cibles, alors on appelle les cibles dans le jargon d'advenir, c'est des typologies de parking. Donc, sur les cibles qui ont démarré en 2016, on a bien évidemment le résidentiel collectif, donc la copropriété, donc un point de recharge individuel, donc un particulier qui aurait une place dédiée au sein de sa copro pourrait prétendre à une prime à devenir pour l'installation de son point de recharge. Également la configuration sur un point de charge partagé en copropriété, donc un point de charge qui est installé sur une place non dédiée et qui serait ouvert à l'ensemble des usagers de la copro. Le dispositif 3000 copropriétés, Guillaume Privat en parlait, qui est un dispositif qui a été lancé, qui a démarré en octobre 2019, qui a pour but de financer l'infrastructure collective qui va permettre justement aux propriétaires ou locataires d'une copro de se plugger et de pouvoir recharger son véhicule électrique. Donc, l'idée de ce dispositif est bien évidemment d'avoir la même qualité de service
que vous pouvez avoir dans le neuf, puisque maintenant c'est une obligation réglementaire qu'il y ait justement le prééquipement, ce que l'on appelle le prééquipement au sein d'une copro. Donc ce dispositif a vocation à aider ces copropriétés à financer ces infrastructures qui sont relativement coûteuses et onéreuses pour une copro. Vous avez aussi sur une autre typologie de parking et usage, donc les entreprises et personnes publiques, donc pour un point de charge qui serait donc privatif, mais uniquement dédié à la flotte et à ses salariés. Un point de recharge sur les parkings ouverts au public, pour citer qu'un exemple, je suis un supermarché, je mets un point de charge sur mon parking de façon à ce que des visiteurs puissent se recharger également. Un point de recharge sur un parking ouvert au public, donc ça c'est une nouvelle cible que l'on a créée donc dans le cadre de la reconduction du programme, qui est prévue aussi dans la refonte du décret IRVE. Cette cible a été mise en avant là, à ce stade-là pour surtout assouplir un petit peu la réglementation en vigueur, donc le décret, sur les obligations liées à l'ouverture au public. Elle s'adresse essentiellement à des indépendants. Je suis un camping, par exemple, indépendant dans la région à Sète, par exemple. Je souhaiterais faire bénéficier mes clients d'un point de recharge et donc je peux aussi obtenir un financement à devenir. Donc, par contre, il y a une limitation au niveau du raccordement qui ne doit pas dépasser donc 36 kVA. Donc, ce qu'on appelle la cible intermédiaire. L'avantage de ce cahier des charges très spécifique, c'est qu'il n'y a pas d'obligation comme sur l'ouverture au public classique, typiquement pour une enseigne de supermarché, d'avoir une supervision ou d'avoir recours à l'interopérabilité dans le cadre du dispositif via une plateforme qui s'appelle JREV. Et vous avez aussi donc une cible voirie, donc sur les points de charge sur la voirie, ainsi que les points de charge dédiés aux 2 roues. Donc ça aussi, ça fait partie des évolutions du dispositif dans le cadre de sa reconduction. Des financements aussi nouveaux donc, qui sont en cours, qui sont maintenant d'ailleurs depuis le premier trimestre, enfin première semaine de mars, donc une ouverture à des financements pour les stations et hubs de recharge, donc à haute puissance. La modernisation des points de recharge ouverts au public, obsolètes. Attention, obsolète ne veut pas dire que ce sont des points de charge qui sont défaillants, cassés, qui ne fonctionnent plus pour des problèmes techniques, mais c'est plus pour apporter un financement de façon à ce que d'anciens points de charge soient conformes à la réglementation en vigueur depuis janvier 2017. Et enfin, les zones non interconnectées, donc Corse et Outre-mer, où effectivement vous avez, alors toutefois vous avez un cahier des charges spécifique, puisque comme nous sommes sur des zones très carbonées, on va dans ce cadre-là privilégier bien évidemment le concours des énergies renouvelables. Là, vous avez les plafonds d'aide. Donc, en tout cas, sur le résidentiel, ça n'a pas changé depuis l'ouverture, puisque vous êtes sur un taux d'aide à 50%, avec une prise en charge maximum par point de charge de 960 €. Pour le reste, vous avez, entre autres, sur les entreprises et personnes publiques, pour les points de charge dédiés à la flotte, des plafonds dégressifs. Donc, sur l'année 2020, on était sur un taux de prise en charge à 40%, avec 960 € par point de charge. On fonctionne toujours par point de charge, c'est-à-dire que si vous installez une borne double avec 2 prises T2 ou T2S, vous pouvez obtenir 2 primes à 960 €. Donc, sur 2021, au 1er janvier, on est passé à 30%. Il faut savoir que cette cible, depuis l'ouverture du dispositif, en comparaison avec le résidentiel, hein, comme on le disait, et les freins que l'on rencontre sur le résidentiel, entre autres sur la procédure qui est relativement contraignante sur le droit à la prise,
Pour les parkings de flotte, la procédure est bien évidemment beaucoup plus simplifiée. Donc, ce type de financement a explosé, je dirais, depuis son ouverture jusqu'à vraiment, on a senti une évolution très exponentielle jusqu'à 2019. Alors, ça continue toujours, hein. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de privilégier aussi l'ouverture au public, puisque c'est un enjeu majeur aussi qu'a lancé le gouvernement. Donc, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, l'idée sur l'entreprise pour la flotte est d'avoir un taux d'aide à 20% en 2023. Essentiellement, donc, les efforts se sont vraiment déployés sur l'ouverture au public, avec des taux très importants, allant jusqu'à 60%. Donc, vous avez des financements qui peuvent aller par point de charge également sur la recharge ultra rapide en DC, jusqu'à 9 000 € par point de recharge, avec également des plafonds dégressifs, puisque l'idée est le programme Advenir étant reconnu aussi par les pouvoirs publics, c'est de cadrer aussi avec le plan objectif 100 000 points de charge, 100 000 bornes d'ici à fin 2021. Donc ça, ces taux d'aide sont figés jusqu'à fin 2021. Il n'est bien évidemment pas exclu qu'il y ait une clause de revoyure, justement, peut-être à mi-parcours, pour voir où on en est justement de ce déploiement. Encore une fois, sur le résidentiel, on n'a pas prévu de changer les montants. Après une petite vigilance et une grande attention en tout cas sur le dispositif 3000 copro, évidemment, puisqu'aujourd'hui on était parti sur justement 3000 copro, ce qui n'est plus le cas, puisqu'on vise plutôt maintenant 6000 copropriétés. Donc on fera à mi-parcours en fonction du retour d'expérience. On verra justement si ce dispositif doit évoluer ou éventuellement si l'on peut faire évoluer le cahier des charges. Mais pour l'instant, on manque de retour d'expérience, que ce soit de la part des installateurs ou des copropriétés. Donc voilà, vous avez un cahier des charges spécifique, en tout cas sur cette partie infrastructure de recharge et point de recharge individuel. Les démarches pour bénéficier d'Advenir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'objectif de ce dispositif, dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, est vraiment réglementé. Donc, chaque typologie de parking a un cahier des charges spécifique en fonction de l'usage, en fonction des normes de sécurité électrique afférentes. Typiquement, en résidentiel, dans les bâtiments clos et couverts, on a la présence de la norme C1500 qui réglemente justement la sécurité électrique dans les bâtiments. Donc, les cahiers des charges sont vraiment définis dans ce cadre-là, que ce soit sur la partie réglementaire ou normes de sécurité électrique. Donc, pour pouvoir bénéficier d'Advenir, il faut avoir recours à un installateur donc qualifié IRVE, puisque c'est une obligation du décret, et qui devra s'acquitter auprès de notre programme de la procédure, c'est-à-dire de déposer une offre commerciale type, que l'on dit donc offre labellisée par Advenir. Donc, c'est un formulaire que l'installateur va remplir en fonction du type de parking. Typiquement, je souhaite proposer à mes clients ou mes potentiels prospects la prime Advenir. Je vais déposer un formulaire, je vais cocher tous les minima techniques obligatoires, donc un cahier des charges. Je vous en parlerai après, je vais détailler un peu plus, par exemple, sur le résidentiel collectif. Et une fois qu'il aura déposé cette offre, il sera référencé dans le programme. Donc, pour nous, c'est un gage, si vous voulez, de sécurité, de se dire que l'installateur a bien compris toute la procédure, tous les tenants et les aboutissants, et il va pouvoir expliquer à son client toutes les obligations qu'il devra mettre en place pour l'installation de son point de recharge et pouvoir débloquer des fonds Advenir. Donc, l'installateur doit être référencé par le programme. Pour la demande de prime, donc j'ai une entreprise, j'ai trouvé mon prestataire. Mon prestataire me signale que voilà, j'ai des critères à respecter.
Pour le dépôt de la demande de prime, il va devoir donc renseigner le déclaratif hors taxe, c'est-à-dire mon devis hors taxe, qui va correspondre à l'installation et au matériel. À ce stade, aujourd'hui, on a vraiment identifié que l'installation, des fois, était très coûteuse par rapport au matériel. Ce que disait Guillaume, justement, sur les tranches de prix, c'est que dès lors que, si vous êtes, par exemple, éloigné du tableau électrique, forcément, au niveau génie civil, la facture va s'alourdir. Donc, Advenir prend en charge donc 50% du matériel et de l'installation. Tous les services qui seraient proposés en supplément, je prends l'exemple par exemple de la supervision, ne sera pas intégré au montant déclaratif pour le financement. Donc, c'est exclu en tout cas du plafond qui est pris en charge. Depuis la reconduction du dispositif, et ce qui est une question de logique, si l'on considère que d'ici quelques années, il y aura une massification importante du véhicule électrique sur les territoires français, encore une fois, dans l'objectif des certificats d'économie d'énergie, des économies d'énergie, c'est de vérifier que justement cette massification n'ait pas un impact conséquent sur le réseau électrique. Donc, depuis octobre 2020, Advenir finance uniquement des points de recharge pilotés. Qu'est-ce que c'est qu'un point de charge piloté? C'est un point de charge qui va permettre justement une modulation de la puissance. Typiquement, je suis en plein hiver à 19 h, tout le monde allume son chauffage, tout le monde prépare à manger. L'idée, c'est justement de ne pas privilégier la recharge sur ces heures pleines, mais plutôt sur ces heures creuses. C'est qu'un modèle de pilotage, parce qu'il en existe aujourd'hui beaucoup, la technologie évoluant très rapidement, en fonction par exemple du type de borne que vous allez installer, du type d'installation également. On va vous proposer soit un pilotage en local, donc plutôt avoir recours à un matériel spécifique, ou via une supervision. Donc sur les différents, en fonction de la typologie du parking, donc ça c'est la première chose, c'est de déposer donc le montant déclaratif hors taxe sur notre plateforme dédiée. Donc on ouvre un dossier, on ouvre une demande de prime. Dans 90% des cas, c'est l'installateur qui effectue ces démarches. Donc le particulier, entre autres, n'a pas à effectuer justement toute cette partie administrative qui peut être contraignante d'ailleurs, puisqu'on vous demande quand même des aspects un peu techniques sur l'installation. Typiquement, si vous êtes sur un raccordement moins ou plus de 36 kVA, en fonction aussi des types de prises, si vous avez une wallbox, si vous avez une prise T2S, on va vous demander aussi la puissance maximale du point de charge. Donc, il est préférable que vous soyez vraiment accompagné par ce professionnel du début à la fin. Donc, une fois qu'on a rentré les éléments sur le déclaratif hors taxe, que l'on a rentré les informations sur le client, donc le potentiel bénéficiaire, les éléments aussi sur la société qui va installer le point de recharge ou le porteur de projet, la plateforme va générer automatiquement, en fonction justement de l'offre labellisée. Donc l'offre labellisée, admettons, est sur la cible individuelle en résidentiel collectif. La plateforme va reconnaître cette typologie de parking et va vous proposer le montant qui vous est dû. Donc au maximum sur le résidentiel, 960 € par point de charge. En général, c'est très rare que l'on ait plus d'un point de charge. Ça peut arriver deux points de charge pour un seul et même bénéficiaire. J'ai 2 places de parking au sein de ma copropriété, au sein d'un foyer. Il est tout à fait possible de demander 2 fois la prime. La limitation de la prime par bénéficiaire est aujourd'hui relativement conséquente puisque vous pouvez obtenir jusqu'à 4 millions d'euros de primes par bénéficiaire. Donc, vous avez donc les différents cahiers des charges. Toutes ces informations, vous les trouverez sur notre site dédié, advenir.mobi, où vous avez une page dédiée par type de parking avec le cahier des charges, la procédure afférente, les actualités également, et des liens pour vous aider, entre autres, sur la compréhension du droit à la prise, sur la réglementation sur l'ouverture au public, comme le décret, par exemple, IRVE.
Une fois que l'installateur a proposé son devis, a instruit donc la demande de prime, ça c'était la première phase. Une fois que le dossier est validé, que vous avez la proposition de cette prime, donc c'est un document qui s'appelle offre de prime, l'installateur peut signer cette prime, donc la bloquer sur les fonds à devenir. Une fois qu'elle est bloquée, elle est réservée pour une durée de 6 mois. Vous avez par exemple, l'offre de prime est de 960 €. Vous êtes assuré d'obtenir ce financement pour 6 mois. Passé ce délai, hormis un motif légitime et sérieux, typiquement un problème de matériel, de réception du matériel, un problème technique, un problème par exemple de sécurité qui n'avait pas été envisagé, vous pouvez demander un report, bien que sur le résidentiel, on n'a pas vraiment de soucis, c'est plus sur des gros projets, entre autres sur l'ouverture au public, où il se peut qu'il y ait des problèmes de ce type et des demandes de report. Donc, pendant 6 mois, ça laisse le temps à l'installateur et aux bénéficiaires de se mettre d'accord sur les travaux. Donc, les travaux sont effectués pendant cette période. Passer en général sur le résidentiel, on n'est pas sur 6 mois, mais plus sur une fois que la prime est signée, le dossier est finalisé au bout de 3 mois maximum. Le temps de télécharger sur la plateforme, donc sur le dossier, l'installateur a la possibilité, une fois que les travaux sont terminés, de télécharger les pièces justificatives qui lui sont demandées, qui sont la facture ou le PV de réception ou le contrat de location dans le cadre justement de leasing, parce qu'il y a aussi ce type d'offres aujourd'hui qui apparaissent sur le marché. Une attestation sur l'honneur qui est générée automatiquement sur la plateforme. Donc, c'est une attestation sur l'honneur de fin de travaux qui sera signée par le bénéficiaire et son installateur, qui précise justement qu'ils ont bien eu connaissance du cahier des charges, qui s'engagent à le respecter. Une photo postérieure aux travaux de l'installation du point de recharge, qui est obligatoire. Une photo antérieure, c'est optionnel, mais c'est vivement recommandé, puisque dans le cadre d'Advenir, vous serez potentiellement amené à être contrôlé. Donc, il y a des contrôles sur site qui sont prévus. De mémoire, on était jusqu'à présent sur 5% des contrôles prévus sur la totalité du programme, c'est-à-dire qu'un installateur, donc c'est l'installateur qui sera contrôlé sur son installation. Un installateur peut être contrôlé à minima une fois en fonction des types de parking. S'il vise par exemple toutes les typologies de parking, il sera contrôlé 5 fois, 5 ou 6 fois. Mais ça, c'est vraiment de façon générale. Bien évidemment, on peut décider de faire plus de contrôles. Donc, la photo aussi est très importante pour nous permettre de voir un petit peu l'environnement, le parking. Si c'est une copro, on vérifie typiquement si ça ne concerne pas une installation maison individuelle, puisque Advenir ne finance pas les points de recharge en maison individuelle, mais uniquement en copropriété. Vous avez également donc, les informations bancaires de la personne qui reçoit la prime. À noter que dans le dispositif, vous avez 2 choix possibles. Soit l'installateur décide de récupérer la prime pour le compte de son client. Donc, encore une fois, c'est lui qui décide de mener du début à la fin la procédure. Donc, il récupère la prime pour le compte de son client en la déduisant du montant TTC de la facture finale. Donc là, dans ce cas de figure, ce sera les informations de l'installateur, donc le RIB de l'installateur. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que le client touche directement la prime. Le certificat de qualification, donc transmis par les 2 organismes aujourd'hui agréés qui sont Qualifelec ou la FNOR, l'installateur doit mettre à jour régulièrement. On accepte aujourd'hui que cette qualification soit probatoire ou définitive. Vous avez la qualification donc, de l'entreprise avec la mention IRVE, donc probatoire ou définitive. Bien évidemment, une fois
que la qualification probatoire arrivera à échéance, c'est-à-dire, je crois que de mémoire, l'installateur a 2 ans pour justifier de 2 installations. Bien évidemment, nous, on vérifiera que l'installateur a effectué les démarches nécessaires pour obtenir sa qualification définitive. À noter que ce certificat de qualification est obligatoire pour toute installation de points de recharge dont la puissance sera supérieure à 3,7 kW. En dessous, elle n'est pas obligatoire. Donc, se référer au décret IRVE également. La collecte des données de recharge. Dans le cadre du dispositif Advenir, on a pour obligation de mener justement une étude sur ces données de recharge, donc sur les points de charge, entre autres, qui sont financés par le dispositif, de façon à vérifier que ce dispositif remplisse son objectif justement de réaliser des économies d'énergie et de vérifier qu'il n'y aura pas d'impact sur les réseaux. Donc, on impose dès lors qu'il y a le concours d'un opérateur, donc lorsque vous avez par exemple une supervision, on impose à ce que l'installateur, l'opérateur, transmette les données de recharge au programme. Il y a 2 choix possibles, soit de passer par un web service interne à nos services qui est géré par notre partenaire EcoCO2, soit lorsqu'il y a une connexion à la plateforme JREV dans le cas de l'interopérabilité et l'ouverture au public, vous pouvez également demander à JREV de transmettre les données de recharge. Ces données de recharge sont totalement anonymisées et bien évidemment, il y a une charte qui respecte le RGPD, donc il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Les données sont bien confidentielles. Lorsque c'est obligatoire, on demande également à ce que le contrat de maintenance sur 3 ans soit téléchargé. On doit faire figurer également sur ce contrat de maintenance une visite, à minima une visite annuelle sur site que vous devez également télécharger. Dans le résidentiel, pour un particulier, il n'est pas imposé. Par contre, pour un point de charge partagé et sur toutes les autres cibles, ce contrat est obligatoire. L'idée, c'est effectivement, qu'Advenir ne finance pas des points de charge qui pourraient potentiellement, au bout d'1 an, être laissés à l'abandon. Alors, on a vu des cas, quelquefois, par exemple, sur un point de charge, je sais que pendant une période, avec le plan d'investissement d'avenir de l'ADEME, il y a eu un déploiement assez conséquent sur l'ouverture au public, donc sur la voirie. Effectivement, on s'est rendu compte que certains points de charge avaient été mis dans des zones qui n'étaient pas très passantes et certains sont devenus obsolètes parce que justement aucune maintenance n'avait été faite. Donc dans Advenir, on ne peut pas se permettre effectivement de financer des points de recharge obsolètes. Donc là, vous avez le récapitulatif des étapes du process, entre autres du parcours installateur, puisque normalement, c'est lui qui est censé aussi vous accompagner. Le fait d'être référencé à Advenir, je dirais qu'il a cette obligation d'accompagner son client du début à la fin. Donc, je répète, tout se passe sur la plateforme de demande de prime qui est monadvenir.mobi. Il y a la demande de labellisation de l'offre, donc pour l'installateur. Deux, la labellisation de l'offre pour l'installateur. 3, la demande de prime, donc saisie des renseignements préalables de l'installation du bénéficiaire et de l'installateur. 4, je signe la proposition de prime qui est réservée pour une durée de 6 mois. Ensuite, vous avez la demande de paiement et l'enregistrement des pièces justificatives. Donc, je télécharge toutes mes pièces justificatives, je valide. À ce stade-là, l'équipe Advenir prend en charge le dossier, vérifie toutes ces pièces, le valide, ça c'est dans le meilleur des cas, le valide et le dispositif a jusqu'à 45 jours pour verser la prime. 45 jours, ça peut être également par rapport à l'installateur. Si c'est l'installateur qui récupère sa prime, il faut savoir que ça peut être aussi un problème au niveau de sa trésorerie puisque
en fonction de l'évolution du programme et du nombre important et croissant des demandes de primes, on essaye, on fait en sorte que ça ne dépasse pas, mais il faut prendre conscience que ça peut être un élément bloquant pour sa trésorerie. Donc voilà, c'est des questions que l'installateur et son client devront mener sur qui récupère la prime. Vous avez toutes les informations sur notre site. Vous pouvez également consulter régulièrement les réseaux sociaux sur Twitter. Nous avons une page dédiée et sur LinkedIn pour les informations quotidiennes dédiées au programme. Merci beaucoup Nathalie pour l'ensemble de cette présentation et puis ces précisions. Est-ce que vous avez des questions? On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. Alors, il y avait une question sur les références de réalisation. Alors, je crois que vous avez dit que vous n'en aviez pas énormément à ce jour. Sur le résidentiel? Oui. Alors si, on en a, c'est plus sur l'individuel. On a quelques grosses copropriétés justement qui ont déployé, je pense entre autres à Issy-les-Moulineaux, vous avez pas mal de copropriétés qui se sont lancées dans des projets collectifs, donc qui ont installé des points de recharge et qui ont fait la promotion justement auprès de leurs différents locataires ou propriétaires. D'accord, très bien. C'est vrai que ça peut être intéressant. On y pense aussi avec Guillaume d'ici quelques mois, enfin d'ici la fin de l'année, proposer aussi des visites lorsque ça a été, on a des bornes qui ont été installées, des points de recharge qui ont été installés. Donc on vous tiendra bien évidemment au courant. On pourra, on va dire. J'ajouterais que le programme à devenir, les aides en tout cas sont cumulables avec d'autres aides, entre autres celles de la ville de Paris, les aides sur l'ensemble du territoire. La seule, je dirais, le seul point où on ne peut pas cumuler avec les aides à devenir, c'est les aides de l'ADEME. Voilà, pour des raisons réglementaires, on ne peut pas cumuler avec les aides de l'ADEME. Mais sinon, le reste, oui. Très bien. Alors, je vois qu'on a une question. Est-ce que vous avez un tableau qui présente les différentes options commerciales avec les points positifs et les points négatifs et éventuellement des coûts? Donc, la personne pensait notamment à une solution du type The Plug versus Easyvia ou autre. Je comprends tout à fait, mais dans notre charte, on se doit d'être neutre. Et effectivement, ça ne fait pas partie des choses que l'on doit. Notre seul champ d'action, je dirais, c'est justement de mettre en valeur ces entreprises, mais tout ce qui est, on ne peut pas privilégier, par exemple, recommander un acteur plutôt qu'un autre. Sachant que vous avez, voilà, les solutions proposées sont différentes, d'ailleurs de plus en plus, puisque vous avez de plus en plus d'acteurs sur ce marché qui proposent des solutions type The Plug, sur un système d'abonnement où vous n'êtes pas propriétaire de l'installation, mais vous êtes uniquement propriétaire de la borne. Vous avez d'autres cas où vous pouvez très bien passer par votre petit électricien, dès lors que justement il s'acquitte de la procédure de labellisation, où vous installez votre point de recharge. Et par contre, effectivement, l'installation du compteur MID certifié est une obligation pour la répartition des charges. Donc, le cahier des charges à devenir est très simple, mais c'est vrai que nous, on n'a pas vocation, effectivement, à mettre en avant les offres et les coûts. Ce sera un peu le même positionnement que nous, on va avoir à l'Agence parisienne du climat lorsqu'on on mettra en visibilité les structures qui proposent des solutions, des électriciens et autres. On n'aura pas non plus ce système de comparaison d'offres. Sur le site à devenir, vous avez toutefois donc un fichier que l'on met à jour tous les 3 mois sur les différentes entreprises et les types de parking qu'elles visent. Après, ce que je conseillerais, c'est de demander au moins à 3 installateurs minimum un devis comparatif. Et je pense qu'on a une très bonne visibilité en faisant ça, de voir au niveau des coûts ce que ça pourrait représenter. Okay, merci. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer pour la mise en place d'IRVE en copropriété? Est-ce que c'est possible d'installer ce type d'installation sur des tours d'immeubles
avec plusieurs niveaux de parking souterrain. Je vous laisserai peut-être Oui, faire un... c'est Parfait. possible. Toutefois, il y a quand même des règles. Entre autres, je parlais des normes, la norme C1500. Il y a quand même des règles de sécurité, des niveaux de puissance. Alors après, ce n'est pas mon cœur de métier, mais normalement, tout installateur devrait justement avoir connaissance de tous ces points de sécurité qu'il doit respecter. Mais oui, c'est tout à fait possible. Peut-être Guillaume pour une précision sur les copropriétés. Oui. Effectivement, il y a des... pour les immeubles de grande hauteur notamment, avec des niveaux de sous-sol qui peuvent aller jusqu'à 6-7 niveaux de sous-sol, il y a donc, comme disait Nathalie, des normes à respecter. Après, il faut être conscient que le projet peut être un peu plus long, puisque il faut prévenir. Alors, je ne connais pas le détail, mais il faut quand même faire tout l'état de prévention auprès de la préfecture, puisque c'est surveillé, ce sont des immeubles qui sont surveillés. Donc, c'est tout à fait possible, ça peut juste être un peu plus long. N'hésitez pas à vous rapprocher après de la mairie, de la PCI et puis aussi le bureau d'études qui suit votre projet qui vous informera bien évidemment des étapes à suivre. Justement, on parlait d'impact et on avait une question sur l'impact sur l'installation incendie, ventilation, évacuation de ces bornes, de ces infrastructures, de ces points de recharge. Je comprends pas trop Est-ce la qu'il y a question. En fait, la personne demandait est-ce qu'il y avait un impact spécifique sur les installations incendie, ventilation ou d'évacuation? Pas Alors, plus qu'autre chose, pas peut-être. plus qu'autant. Alors, si, mais c'est pas. Enfin, je vais pas m'avancer sur le sujet, mais c'est plus sur les immeubles considérés comme ERP, où là, effectivement, il y a un impact, mais sur le résidentiel, encore une fois, dès lors qu'ils respectent la norme C1500 et que potentiellement un bureau de contrôle accrédité valide justement l'installation de l'infrastructure, il n'y a pas vraiment de. Le tout, c'est effectivement en amont bien respecter toutes les obligations. Mais non, je ne vois pas, enfin, hormis Guillaume, si vous avez des éléments sur le sujet. Il y a pas, enfin, finalement, il n'y a pas plus à dire. C'est comme toute infrastructure électrique dans un immeuble, finalement. Enfin, les normes vont plus se concentrer sur la bonne, la bonne et due forme de l'infrastructure électrique qui va être, on va dire, entre guillemets, la même pour une colonne, pour un logement. Enfin, voilà, Alors, on avait une question aussi sur est-ce que c'est au syndic seul de soumettre le projet ou est-ce qu'il faut recueillir en amont les avis des copropriétaires? Alors, je vais peut-être apporter un début de réponse, mais comme tout projet en copropriété, il faut d'abord en parler avec l'ensemble des copropriétaires, les membres du conseil syndical, faire des petits groupes de travail et autour d'un café ou autre. Voilà, il faut en parler pour qu'un projet fonctionne, notamment en copropriété. Il faut en parler en avant. Donc, bien évidemment, il faut inclure votre syndic parce qu'il va porter une partie du projet pour vous, mais ça ne sera pas à lui de soumettre seul comme ça le projet en AG, donc à discuter en amont. Si vous avez des questions complémentaires sur, pareil, la procédure, sur les autres aides disponibles, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à la boîte info-conseil, donc info-conseil@apc-paris.com. Je mettrai dans le chat. Nous avons nos collègues donc chargés de mission copropriété qui sont là pour répondre et vous aider, vous accompagner dans ce projet. Alors, en matière de sécurité incendie préventif, il faut respecter. Ah oui, ça c'était plus en commentaire. Donc, il revient autour des normes de sécurité incendie. Alors, au quotidien, s'il y a un problème, l'installation est gérée par le conseil syndical ou le prestataire s'il y a un abonnement. Guillaume, peut-être?
C'est en cas de problème, donc l'installation est gérée par qui? Est-ce que c'est le conseil Ça syndical qui doit dépend du type de gestion qu'il y a in fine, enfin, qu'il y a dans la copropriété. Si la gestion est gérée par un tiers, tel un opérateur, ça va être l'opérateur, j'imagine. Si c'est un branchement qui est direct, si le syndic en fait la gestion, donc c'est le syndic. Là, c'est une question du choix d'infrastructure et de gestion au final de l'infrastructure. Donc c'est un choix à faire en amont. Voilà, je ne peux pas dire plus finalement. Voilà. Ça m'a l'air plutôt clair aussi. Après, on a quelques commentaires sur les IGH, donc se rapprocher de la commission de sécurité concernée pour les immeubles de grande hauteur. Donc, si vous avez un cas, donc la personne qui pose la question, si vous avez un cas pour les IGH, n'hésitez pas aussi, pareil, à revenir vers nous afin qu'on vous oriente éventuellement, si nous n'avons pas la réponse, vers les bons interlocuteurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Nathalie, merci Guillaume d'avoir participé. Merci à vous de regarder en replay et n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre boîte mail ou sur notre site internet. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci.